Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Béatrice, bienvenue. Comment vas-tu ? Bonjour Baptiste, écoute, très bien et surtout très chaud. Il fait 40 degrés à l'heure où je te parle, et je n'ai pas la clim, donc très bien mais très chaud. Voilà. Alors, pour les auditrices et auditeurs qui nous écouteraient dans très longtemps, je ne sais pas exactement quand l'épisode va sortir, on va dire il va sortir à la fin de l'été. On est le 17 juillet, donc effectivement, on a bien chaud. On est chez nous, mais on a bien chaud. Béatrice, je suis ravi de t'accueillir. Alors, tu es cofondatrice et tu es aussi Chief Learning Manager de Kokoroe. J'espère ne pas me tromper. Ça fait peur, dit comme ça. Ouais, Chief Learning Manager, c'est la première fois, donc je te présente mes hommages et j'ai hâte de savoir ce qu'il y a derrière ce titre. Est-ce que tu veux nous raconter déjà quelques mots sur ton parcours, sur comment vous avez créé la structure? Et effectivement, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce titre de Chief Learning Manager. Écoute, avec plaisir Baptiste. Alors moi du coup je suis Béatrice, je suis partie des 3 cofondatrices de Kokoroe. T'as pas écorché le nom de la startup, donc je te remercie. Kokoroe en fait c'est un mot qui vient du japonais et qui signifie apprendre avec le cœur. Et je t'avoue que ça colle très bien avec l'ADN et la philosophie qu'on souhaitait impulser au sein de Kokoroe, qui était vraiment apprendre avec plaisir. En termes de parcours, écoute, moi à la base j'ai un background plutôt littéraire avec un mix un peu de finance. J'avais fait Sciences Po et un master de finance à Dauphine, parcours un peu hybride. Et j'avais un très fort atavisme familial puisque toute ma famille était en banque et donc je suis rentrée en banque dès ma sortie d'études pendant quelques années puisque j'y étais jusqu'à mes 30 ans. Un univers qui était super, dans lequel, tu vois, j'ai appris pas mal de choses et c'est surtout là que j'ai découvert en fait le monde de la formation en étant moi-même consommatrice, tu vois, de formation. Et à l'aune des 30 ans, il y a une espèce de déclic, tu vois, j'ai vu la lumière et là j'étais avec Raph et Elise qui sont mes 2 amies d'enfance et qui sont sœurs jumelles, pour l'anecdote. Et là, on s'est dit, c'est le moment de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort, tu vois. Le concept de zone de confort, on la connaît tous, mais plus dur, c'est de l'appliquer à soi-même, tu vois. Et à 30 ans, on a décidé de tout plaquer pour créer du coup notre start-up Kokoroe et former du coup les collaborateurs au vaste monde des compétences de demain. Donc tu sais que les compétences de demain sont aujourd'hui très vastes, c'est surtout des soft skills, puisque du coup on sait très bien que les compétences techniques ont tendance à être de plus en plus vite obsolètes. Et le parti pris qu'on a toujours eu avec Kokoroe dès les débuts, ça a été vraiment, je te le disais en intro, d'insuffler, tu vois, du plaisir, du fun, partir du principe que la formation, c'est trop souvent jugé comme étant académique, ennuyeux, voire même poussiéreux en entreprise. Donc on a ce prisme de casser les codes. Amen. Je suis 100% aligné avec ce que tu viens de dire. Et alors du coup, donc vous êtes 3 cofondatrices. Je repose ma question sur Chief Learning Manager. Comment vous répartissez les rôles et quelle est ta feuille de route personnelle là-dessus ? Écoute, on a toujours eu, tu vois, des appétences un peu complémentaires entre nous 3. C'était vraiment un coup de chance parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. On avait parti en vacances, on avait fait plein de projets ensemble, mais jamais bossé ensemble. Et c'est une vraie différence. Et il se trouve que moi, j'avais toujours eu une appétence pour les sujets un peu marketing et pédagogie. J'ai donné des cours à Dauphine dans le cadre du master banque finance en parallèle. Donc la pédagogie, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et naturellement, au sein de la startup, du coup, je me suis positionnée sur la partie direction de la pédagogie. J'aime bien la notion de Chief Learning Officer parce que c'est un peu au carrefour finalement, tu vois, de la pédagogie et un peu du marketing aussi de la formation. Moi, c'est une dimension qui est super importante en formation. Trop souvent, moi, je vois des puristes du learning qui te font des œuvres d'art et qui oublient le plus important, c'est-à-dire faire venir les apprenants dessus. Donc pour moi, un bon produit, c'est un produit qui est vu, qui est consulté, qui est aimé, qui est apprécié et qui derrière transmet, tu vois, transforme les apprenants en ambassadeurs. Donc j'aime bien, tu vois, ce côté Chief Learning Officer où je trouve qu'il y a plus facilement, tu vois, une notion de marketing et de pédagogie. Là aussi, je te mets juste directrice pédagogique. Bon, il y a un côté, tu sens la puriste dans l'âme, ce qui n'est pas mon cas, tu vois.
Très clair, très, très clair. Et alors du coup, chez Kokoroé, aujourd'hui, j'allais dire concrètement, mais non, plutôt dans le Mhm, détail, mhm. tu parlais de 2 sujets. C'est un, rendre la formation plus fun. Donc ça, Tout à fait. ça va être un premier point de ma question, c'est comment vous faites ça et grosso modo le produit, à quoi il ressemble et comment Mhm, vous mhm. vous attaquez à ça. Et l'autre sujet, tu Mhm. m'as parlé des compétences de demain. Alors, avec, j'imagine, effectivement un gros tropisme sur tout ce qui est soft skills. La question derrière, c'est Exactement. effectivement comment tu mets ça en place. En plus, je comprends que tu es en charge de la pédagogie, donc j'imagine qu'il y a une logique alors je sais pas si c'est de catalogue le bon terme, mais ouais, de profondeur de Mhm, mhm. thématiques qui sont derrière ça. Tout à fait. Comment vous avez structuré ça? Comment vous répartissez ces rôles? Je sais pas si tu as une équipe avec toi Tout- très- sur Bien ces sûr. sujets. Alors, c'est très clair. Du coup, pour te dire un petit peu, Cocoré, concrètement, tu vois, c'est une plateforme de formation. Donc, du coup, tu vas avoir une plateforme où on a travaillé sur une UX qui est assez proche des plateformes de streaming, c'est-à-dire assez noire, immersive, sur lequel tu as un catalogue de formation qui est actualisé chaque semaine. L'objectif, c'est d'éviter un peu l'effet où quand tu te connectes sur Netflix, au bout d'un moment, tu trouves plus, tu vois, de contenu. Tu es à Hmm. court, tu es à sec. Nous, on veut lutter contre ça. Donc, on a vraiment cette recherche d'actualisation en permanence, c'est-à-dire que tu vois, on a cette capacité à lancer chaque semaine une nouvelle formation. Par exemple, en ce moment, bon, il y a eu un gros carton sur les NFT il y a encore un mois. Bam, on sort dans le mois, tu as la formation sur les NFT. Ok. Bon, les métaverses, bon, en ce moment, il y a du bon, il y a du moins bon, donc on va pas tout de suite se positionner dessus. Et du coup, ça nous permet, tu vois, nous, de lutter un peu contre le fameux FOMO, tu vois, le Fear of Missing Hmm. Out, que tout le monde ressent. C'est-à-dire qu'à l'actualité, je veux tout de suite me former, je ne veux pas attendre un an pour avoir le bon sujet. Et donc, nous, on va venir te pousser le bon format, le bon sujet. Et donc, il y a cette plateforme de formation en ligne qu'on déploie, tu vois, auprès d'une population plutôt CAC 40, donc profil Ok. plutôt grand compte, type AG2R, Orange, etc. Et en plus, pour ceux qui ont déjà des plateformes existantes, parce qu'on n'est pas seul, tu imagines, sur le marché, ce beau marché du e-learning, on peut aussi exporter nos formations et les mettre sur les LMS, les fameux Learning Management System de nos partenaires. Ok. Ce qui fait que tu vois, soit tu n'as pas de plateforme et tu viens chez nous pour avoir la plateforme et le contenu, soit tu en as déjà une et tu vas chercher plutôt à exporter et à prendre un peu en pick and choose, tu vois, nos formations. Donc Et là-dessus, concrètement, en fait, aujourd'hui, c'est on... qui? Excuse-moi, je te coupe 2 secondes parce que Tu ça vois, m'interpelle. Tu dis quand ils ont un LMS, ils peuvent uploader, entre guillemets, en tout cas accéder à votre service depuis leur LMS. Concrètement, tout c'est à quoi? fait. C'est juste que vous référencez votre contenu chez eux, vous le dupliquez chez eux, ou c'est En fait, on le télécharge sous forme de fichier SCORM et on va Ok, l'uploader, tu vois, dans leur très propre bien. LMS. Donc là, typiquement, on est, tu vois, compatible avec un fichier SCORM. Tu connais un peu les normes du marché sur tous Ouais, les ouais. gros LMS, que ce soit Talentsoft, Cornerstone, Ok, 360 ou autres, qui nous connaissent bien et du coup, on est chez eux. Et là, pour le coup, d'accord. ça permet, tu vois, à des clients qui ont parfois trop de plateformes de se dire, OK, moi, je prends Bien juste le sûr. content et je vais le plugger. C'est le cas de toutes les grosses entreprises aussi du marché, tu vois. Ok. Et ensuite, pour t'emmener un peu dans les coulisses, Baptiste, puisque je réponds à ta deuxième question, écoute, Cocoré, en fait, aujourd'hui, c'est une trentaine de collaborateurs, tu vois, et il y a trois pôles. Un pôle qui est plutôt sales, tu vois, avec une équipe du coup qui va accompagner les grands comptes dans leurs besoins, parce que du coup, c'est pas du one shot, tu vois. En général, on commence une relation et au bout d'un an, tiens, on identifie un autre sujet, on dit ah bah tiens, je veux la culture du feedback, l'année prochaine, je veux la culture de la performance, peut-être que tu vois. Donc il y a toujours ce côté, on est à chaque fois en réaction et au plus près, tu vois, des besoins de nos partenaires qui ont je vais dire, un droit de regard, qui ont plutôt une force de proposition sur notre roadmap de formation. Tu vois, on les Ok. consulte tout le temps. Ils peuvent ranker les formations les plus populaires, se dire, OK, celle-ci, elle est dans les tendances, celle-ci, je voudrais la suggérer. Donc finalement, on co-construit, tu vois, beaucoup notre roadmap de formation avec eux. Il y a une deuxième team qui est la team tech, où là, pour le coup, c'est des profils vraiment ingénieurs informatiques, avec un CTO qui est Thomas à la tête. Et ensuite, il y a la partie du coup pédagogie, qui est pilotée du coup par Louise, qui est dans mon équipe, et qui a vocation du coup à créer toute la partie contenu de formation. Pour nous, ça a été très important, tu vois, d'avoir la main en fait sur la création de contenu dès le début, parce que ça nous permettait, tu vois, de maîtriser notre ADN et de Hmm. travailler sur une recette qui sera vraiment notre marque de fabrique, tu vois, notre signature pédagogique. Ok, c'est hyper clair. Et du coup, au niveau, comment dire, au niveau des formats, c'est principalement, donc tu parlais de e-learning, on est sur de la Tout à formation en fait. autonomie, vous avez des temps synchrones avec les apprenants, ou c'est plutôt la logique de je gère, enfin j'ai un accès un peu, tu prenais le parallèle de Netflix, un peu en illimité, et je construis un peu ma playlist, ce que j'ai envie de consommer à mon rythme. On est
C'est une très bonne question. On est très partisan, tu vois, du côté autonomie. Moi, je sais que c'est un Mmh. des trucs qui m'horripile, c'est quand on me force, tu vois, à me rentrer dans un parcours pédagogique, je peux pas en sortir, je peux pas en bouger, alors qu'il y a d'autres choses, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus du tout en phase, tu vois, avec les attentes des gens. On aime zapper, bondir d'un sujet à un autre. Donc, tu es vraiment en autonomie. Tu as accès, tu vois, à tout un catalogue de contenu qui t'est recommandé, tu vois, en fonction ensuite de tes goûts, tes centres d'intérêt. Et tu vas être en autonomie. Ensuite, en termes de modalités, on va mixer synchrone et asynchrone. Tu as OK. toute une partie de chaque formation qui fait une quinzaine de minutes que tu consommes en solo. Et là, typiquement, bah, tu vas avoir des petits séquençages d'une vidéo micro-learning très courte, un quiz pédagogique, des ressources que tu consommes en solo. Et ensuite, tu as une partie synchro avec ce qu'on appelle les lives, c'est-à-dire que chaque mois, on va faire des lives thématiques sur des différents types de sujets. Je m'explique, là, je vais faire une super formation, par exemple, sur, tiens, la créativité. Je fais ma formation de 15 minutes. Tiens, le mois prochain, j'ai justement un live avec un des plans du sujet, ce qui me permet de poser mes questions en live, de faire parfois des cas pratiques et autres. Tu vois, on mixe un peu les deux modalités. Le OK. live, pour moi, c'est vraiment, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de tendance. Une des grandes tendances aujourd'hui qui va émerger, parce qu'on me voit arriver avec des plateformes comme Twitch, où Mmh. tu as vraiment cette logique maintenant, tu vois, d'animateurs non-stop qui animent des émissions, etc. Toutes les jeunes générations qui arrivent, je te dis jeune, parce que je me considère déjà comme vieille, tu vois. Ils arrivent et eux, ils te Mais disent, non, tu bien fais du sûr que Twitch. non. Mais si, mais si, mais si, mais si. Il y a une réalité qui me rattrape. Et tu vois, ils sont sur Twitch et c'est fou, en fait, quand tu observes les usages et tu te dis, ils sont capables de consommer, tu vois, des usages en permanence, en même temps commentant, en interagissant. Enfin, c'est vraiment, pour moi, la grosse tendance qui va exploser dans les années à venir. Mmh. Vraiment le live en formation. Ouais, je suis assez en phase aussi avec toi sur le point, le parallèle que tu fais avec, enfin, avec Twitch. Enfin, je voulais y aller progressivement, mais on va mettre tout de suite les deux pieds dedans. Le marketing de la formation, le fait que ce soit en Mhm. phase avec les us et coutumes. Et je pense que même au-delà de ça, en fait, au-delà des tendances actuelles, je pense qu'il y a le e-learning. Une des limites qu'on voit du e-learning, c'est effectivement le fait de dire, bah, en fait, on met à dispo un catalogue qui peut être d'ailleurs pléthorique souvent. Tu parlais des Gigantesque. Cornerstone ou autres. Il y a Ouais, ouais. vraiment Tu t'y beaucoup perds. de choses. Qu'on va revenir sur ce point-là, l'éditorialisation, le marketing qu'on peut faire autour, pour récupérer les participants aussi et s'assurer qu'effectivement il y a bien une mise à niveau global. Le live est aussi super C'est ça. intéressant. Enfin, nous on l'a remarqué aussi Complètement. sur Team Complètement. Bakery, J'y c'est crois beaucoup. qu'effectivement tu fais des webinaires privés, bah, tout de suite en fait tu recrées du lien différemment, tu as tout de suite des questions hyper Exactement. pertinentes. Mm. Et puis T'engages. t'as du partage entre pairs aussi qui se met en place naturellement. Mhm. Sur le sujet du marketing Exactement. de la formation, je veux bien qu'on ouvre ce chapitre parce que je le trouve hyper intéressant, voire même grisant sur certains points. Tu disais effectivement, il faut que la formation soit plus fun, il faut qu'elle soit plus en phase effectivement avec les besoins, les compétences du futur, en tout cas les sujets à la fois actuels Mhm, et mhm. à venir. Comment Enfin, est-ce que tu pourrais nous partager alors quelques-unes de tes, je sais pas si c'est des recettes magiques ou des secret sauce, mais en gros, comment s'assurer que quand tu lances et ça s'adresse, je pense pas mal à des gens qui peuvent être en charge des programmes de learning, des choses comme ça, quels ingrédients on met là-dedans pour s'assurer que ça prenne? Parce que je pense que c'est une des plus grosses craintes quand on lance un programme learning, c'est j'ai pas l'adhésion des participants. Ou j'ai pas l'adhésion des participants et surtout je l'ai peut-être au départ mais j'ai du mal à l'avoir dans la durée. Tu vois, il y a un peu ce truc là de Bien dire sûr. faut que j'attire les gens et après faut que je les fidélise à Bien l'outil, sûr. à l'approche, voilà. Je crois qu'il y a deux pièges, tu vois, qu'il faut à tout prix éviter. Le premier, c'est vraiment sur le fond. Trop souvent, tu vois, en formation, on a tendance à chercher l'expertise, tu vois, et on oublie d'être synthétique. Et ça, Mm. c'est vraiment un des pièges. Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, l'apprenant, il a une bande passante qui est super faible. Donc, il faut aller chercher son temps de formation sur ces 15 minutes de pause, pause café, en allant le matin au boulot, le midi. Tu vois, donc vraiment capitaliser sur un temps d'attention qui est ultra court. Et je te dis, je vois trop souvent des formations qui font parfois 1 heure 30. Enfin, c'est pas possible. C'est fini ça. Ou alors, il faut vraiment les fractionner sous forme de petites séries, tu vois. Oui, je te vois réagir. C'est fini, mais enfin quand tu regardes ce qui existe sur le marché, il y a, enfin c'est encore le gros, j'ai l'impression du marché. Oui, D'avoir complètement. Mais. parce que on est sur une approche encore, je trouve, en tout cas j'observe Mhm. très académique de un des comment dire un des atouts de ces formations, en tout cas ce qui est mis en avant, c'est il y aura 5 heures, 7 heures, 8 heures, 14 heures de formation sur le Ouais. sujet. Mais
la quantité n'est pas gage en fait de qualité et Mmh. d'engagement, tu vois? Et là vraiment, faut pas chercher des contenus de 5-10 heures, enfin c'est la course à l'échalote, au final personne ne les voit. Il vaut mieux t'assurer, tu vois, d'avoir 15-20 minutes qui permettent, tu vois, à tout le monde d'avoir un socle de connaissances commun où tu sais qu'à la fin tu as 90 d'engagement, que plutôt que perdre tout le monde en cours de route, tu vois? Et ça c'est le premier piège, vraiment un piège de fond. Et ensuite le deuxième piège sur la forme, c'est de rester un peu ancré dans les années 90, tu vois? Moi je vois encore trop souvent des formations, tu vois, qui sont sous la base de slides, tu vois? J'ai rien contre PowerPoint, j'adore Microsoft, mais tu vois, 1 heure, 1 h 30 de slide à swiper, à tourner, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Il faut Mmh. trouver un dosage et là aussi, il faut se faire plaisir, tu vois. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé. Je n'étais pas une recette magique, tu vois, sinon ce serait breveté, tu vois. Mais c'est plutôt, tu vois, un message, c'est de te dire, cherchez à faire plaisir, en fait, tu vois, et faites-vous plaisir aussi. Une formation qui est sympa à l'œil, qui va faire de l'humour, qui va avoir de la complicité, qui va jouer avec les codes contemporains, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, tu vois, tu prends un apprenant lambda, bah écoute, oui, il va parfois regarder une vidéo brute, il va regarder une vidéo combinée, il est dans une culture parfois du gif, du mème, enfin, des emojis, enfin tout ça, c'est des choses qu'on utilise tout le temps, tu vois. Moi, je suis peut-être une overdose perso d'emojis. Mais tu vois, c'est des codes qu'on connaît. Faut pas hésiter à franchir le pas et à s'en saisir, tu vois, et éviter de se dire, waouh, c'est parce que je suis en entreprise que je dois forcément faire sérieux, tu vois. Ouais, donc se Mais rapprocher un pour peu de revenir à la ton vie, point, pour se ouais. rapprocher, si je synthétise, c'est un peu se rapprocher de non seulement des usages, mais de la vie quotidienne, de même de la communication qu'on peut avoir dans Exactement. la vie de tous les jours, quoi. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, tu vois, nos apprenants, ils se forment aussi à titre perso. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à les capter avec des bonnes solutions, du coup, formation pro, ils iront se former à titre perso et les formations qu'ils trouvent à titre perso sont super fun. Et vous êtes tout le temps finalement en compétition face à plein d'autres types d'acteurs. Ça peut être des newsletters maintenant super qualitatives, ça peut être d'autres types de médias, ça peut être justement des digital native médias comme Loopsider ou Combini qui viennent faire des petites vidéos rapides pédagogiques. Enfin, si on veut vraiment gagner la bataille de l'attention, pour reprendre des mots un peu forts, je crois qu'il faut vraiment chercher à se faire plaisir, tu vois. Et pour ensuite maintenir l'attention dans la durée, il faut penser plan de com. Tu vois, tu peux pas te Mm. passer d'un plan de communication aujourd'hui lorsque tu lances une formation. Il y a un avant, un pendant et un après. Et là, il y a plein de clés pour teaser la formation au travers de bandes annonces, pendant recueillir un maximum de verbatim pour faire des petites citations, des punchlines, après faire un best-of des meilleurs moments, des meilleurs verbatim. Enfin, c'est un plan de com en fait. C'est comme un Mm. produit marketing aujourd'hui que tu lances sur le marché. S'il n'y a pas de plan de com, tes utilisateurs ils vont pas se ruer dans ton catalogue et tréfont des 8000 formations pour aller choper la tienne, quoi. Mais ça, c'est hyper intéressant d'ailleurs, parce que j'imagine que il y a un truc un peu ambivalent d'arriver en ayant, alors je sais pas quelle est la profondeur de votre catalogue, mais j'imagine qu'il y a, enfin, comme tu me l'as présenté, j'imagine qu'il y a pas mal de choses dedans, de Mhm. volontairement dire, ok, il y a tout ça qui est à dispo. En revanche, j'ai besoin qu'on travaille ensemble. Là, je me mets 2 secondes je me projette dans une relation Mhm. avec un client. J'ai besoin, enfin, j'ai besoin. Je vous propose qu'on avance en disant, ok, c'est quoi les 10 thématiques, par exemple, qu'il faut absolument qu'on ait fait voir à tout le monde cette année. Mhm. Est-ce que ça, tu trouves ça simple à mettre en œuvre? Enfin, tu vois, ce côté, cette dichotomie où d'un côté, tu as à te dire, bah, en fait, j'ai plein de choses à dispo. De l'autre côté, dire, ouais, non, mais en fait, faut, oui, et peut-être que vous nous avez vu parce qu'on a plein de choses à dispo. Par contre, là, faut vraiment qu'on fasse des choix. Je me rends compte que ça, c'est pas T'as forcément un raison. truc hyper C'est simple et, c'est super. Bien sûr, c'est super difficile et je pense que tu vois, il faut avoir une grille de lecture, une matrice où tu te dis, ok, ça, j'accepte ce type de contenu. Tu vois, par exemple, nous, quand on vient nous voir et qu'on dit, moi, je voudrais me former aux langues, ben, c'est juste pas mon univers, en fait. Et nous, c'est pas notre méthode. Nous, on fait des ok. formations de 15-20 minutes et on ne rentrera pas, en fait, dans ce type de contenu. Par exemple, on veut me former aussi, on me dit, tiens, Béa, je voudrais des formations aussi sur des tutos Teams. Bah écoute, non, je vais pas faire. C'est pas mon ADN, c'est pas ma marque de fabrique. Je crois qu'il faut aussi choisir ses territoires pédagogiques, tu vois. Mm. Ça, ce sur quoi tu es vraiment légitime. Parce que ça sert à rien de vouloir tout adresser, tu feras mal. Et te dire, voilà, nous, on se positionne sur les soft skills, tu vois. Parce que les compétences humaines, elles sont inévitables aujourd'hui et on a été clairement identifié là-dessus. Et tout ce qui va être vulgarisation technologique. Et Ok. clairement, tu vois, si tu veux devenir développeur, c'est pas chez nous, tu vas chez Open Classroom. Par contre, si tu es cadre à la défense et que tu veux savoir ce qu'est la blockchain en 15 minutes, parce que tu es en banque et que ça peut réinventer ton boulot, là, tu viens chez nous. Et nous, on te donne cette compréhension fonctionnelle, tu vois. Donc, je pense que tu as bien maîtrisé son territoire pédagogique, ça te permet d'avoir juste sur une grille de lecture et te dire, ça, je prends, ça, je prends pas, tu vois. Mm. Et il faut savoir dire non, tu vois, il faut savoir se dire, ça, c'est pas moi et c'est pas grave. Et je suis identifiée pour ce que je sais faire et c'est tant mieux, en fait. C'est pas facile, hein, je te dis. Mais faut tenir.
Ouais, non, mais T'as envie de c'est. tout prendre, tu te dis. Bah, Mais il y a un moment, faut ouais, choisir. et puis d'un moment, tu te dis, ah, mais en fait, si la formule pédagogique fonctionne, pourquoi on l'adapte pas à tout? Et je pense que, en fait, c'est plutôt. Moi, je me plaçais aussi du point de vue du learning manager, de dire, mais en fait, je peux pas former tout le monde à tout. C'est pas parce que je vais prendre un Mhm. outil magique ou un LMS super où je peux Mhm. et intégrer des choses tiers, et déjà, j'ai un fond de catalogue qui est absolument pléthorique. Juste m'arrêter à dire, ah, il y a le LMS qui est là, allez-y, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça, je pense qu'il faut Non, qu'on aujourd'hui, faut le. c'est fini ce monde où tu vois, tu avais un seul LMS qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des suites, tu vois, qui font parfois un Mm. peu de paye, un peu de learning, et tu vas avoir une suite qui fait du learning, mais ensuite, tu vas avoir plein d'autres plateformes qui sont APIfiées avec ton LMS et qui permettent de faire converger les datas. Mais aujourd'hui, c'est marrant, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec peut-être Patrick Benamar que tu connais, qui est du coup aussi dans le learning, et qui disait pareil, Mm. on est vraiment sur des multiplateformisations qui vont être adaptés à des usages, des publics différents, mais on ne peut pas avoir un seul monobloc comme ça a été le cas il y a quelques années parce que le marché du learning était balbutiant, donc il y avait très peu d'acteurs et les acteurs voulaient avoir vraiment tout le gâteau pour eux. Et aujourd'hui, on en revient, tu vois. Ouais, effectivement, je vois très bien ce dont tu parlais, Patrick, à cet endroit-là. Moi, j'ai une question. Alors, c'est pas une question piège, mais c'est une question un peu débat que j'ai avec d'autres que j'ai eu sur ce même podcast avec d'autres dirigeants d'EdTech et notamment des gens qui travaillent sur la formation. C'est la mesure, tu sais, du ROI. Comment mesurer le retour sur Vaste investissement débat, d'une formation? sulfureux, très sulfureux. Sulfureux, je sais pas. Je pense qu'on va pas être forcément trop en désaccord là-dessus, mais je trouve il y a, et notamment quand tu présentes les outils que vous proposez, où tu dis ces formations courtes, il y a des temps live derrière. Euh, bon, on peut faire on peut faire passer des feuilles de présence pendant le live, bon, soit. Euh, Au-delà de ça, comment vous gérez, on va peut-être pas parler du ROI, mais l'impact de ce que vous faites dans le quotidien des équipes? Est-ce que c'est des enfin c'est des enquêtes que vous faites à fortiori, pardon, à posteriori, pardon. Non, c'est des très Est-ce bonnes qu'il y a d'autres questions, moyens, des quiz, des choses comme ça pour suivre un peu enfin, bien sûr. il y a un enjeu, c'est l'engagement, et derrière l'enjeu, alors même si c'est, tu m'as dit que sur certains points c'était de la vulgarisation, je pense que sur d'autres, comme la culture du feedback, tu dois pouvoir mesurer d'une certaine manière ce qui se passe derrière. Comment t'envisages le truc, et est-ce que vous avez mis en place des choses qui pourraient se rapprocher d'une mesure de retour sur investissement? Ouais, nous, écoute, on a 3 types de KPI. On a vraiment ce qu'on va appeler les KPI, tu vois, d'engagement. Donc là, typiquement, tu vois, ça va être le nombre de formations que tu as consultées. Ça va être par exemple le nombre d'heures que tu fais en synchrone, en asynchrone. Ça va être ensuite tout ce qui peut être un peu mise en favori, interaction, engagement, qui montre que tu es un utilisateur super actif, que tu es engagé. Tu as Mm. ensuite des KPI qui sont plus de succès, où là, typiquement, on va concevoir, tu vois, des quiz pédagogiques. Et si tu obtiens une certaine note, on te délivre un certificat. Et à date, on estime que tu as compris les connaissances et que tu les maîtrises. Et le troisième KPI qu'on utilise aussi, c'est des KPI plutôt d'engagement sur la communication. C'est-à-dire qu'on estime qu'une formation aussi, elle doit faire le buzz en interne. Et là, on va aller traquer tout ce qui peut être, par exemple, communication sur un outil comme, par exemple, Workplace, Workday, tu vois, sur les newsfeeds, voir le nombre de likes, le nombre de vues, d'engagement, de la communication qu'on lance. Parce qu'on estime que ce genre de sujet de formation, je te parle par exemple de l'intelligence artificielle. On a lancé des formations récemment avec Microsoft sur la culture data. Et bien, typiquement, de voir qu'elles font un méga buzz en interne dans cette entreprise, c'est un indicateur aussi que le sujet commence à faire le buzz et s'aimer. Je ne crois pas qu'il y ait un KPI, tu vois, magique. Je pense Mm. qu'on fait tous un peu ce qu'on peut, tu vois, et on essaie de catégoriser des KPI. Je te dis, nous, c'est plutôt engagement, succès et appropriation en interne à travers la communication. Et ensuite, c'est très délicat de mesurer, tu vois, un peu la transformation, de se dire, OK, maintenant que tu es dans ton quotidien, est-ce que oui ou non tu le mets en place, tu vois? Là, pour le Ouais. coup, ça reste un peu la feuille blanche, quoi. Ouais, ouais, moi Je suis honnête, hein. Non, non, mais t'as complètement J'aimerais raison. te sortir une réponse magique, mais ce n'est pas le cas encore. Ah, je pense qu'il y a des choses à aller chercher du côté de- le mouvement là qu'on entend autour enfin, le mouvement dont on entend de plus en plus parler autour du nudge, de dire bah en fait comment Mhm. on se rappelle à tes bons souvenirs un petit peu En quelques temps après la ancrage, tout à formation en disant fait. bah tiens, est-ce que Ouais. ça tu l'as mis en place, est-ce que tu es à l'aise là-dessus, sinon est-ce Ça, qu'il y a j'y encore crois un truc beaucoup. qui t'a bloqué? T'as raison. Euh, Moi aussi, j'y crois beaucoup. Après, je pense que ça s'adapte à une catégorie de formation, une catégorie de personnes aussi. Tout à fait. Parce qu'on est, ouais, je pense qu'effectivement,
Là où on se rejoint, c'est que le one size fit all, ça ne fonctionne C'est pas. très difficile. Tu vois, là où tu as tout à fait raison, tu mets les doigts, ça dépend vraiment de chacun. Là, tu vois, par exemple, l'ancrage, nous, c'est quelque chose qu'on lance à partir de septembre sur la plateforme. Donc, tu vas pouvoir choisir, en fait, d'avoir un petit ping, tu vois, un mois après, 2 mois après, avec des petites questions, de la mémorisation, etc. Mais on laisse à la carte. Tu as des utilisateurs, tu vois, qui n'ont pas envie, tu vois, d'être harcelés chaque mois et qu'on leur dise, by the way, est-ce que tu as appliqué ça? Je crois que, tu vois, le vrai sujet, c'est de se dire, je dois pouvoir customiser. On a chacun, là j'ai fait ma puriste pédagogique, hein, je te préviens, mais des profils apprenants différents. Certains aiment bien, tu vois, être vraiment pris par la main et qu'on les accompagne, et d'autres sont exaspérés. Donc je pense qu'il faut chercher à chaque fois la personnalisation de l'expérience, quoi. La question que je me posais, c'est de savoir, en termes d'utilisateurs, est-ce que vous avez un public privilégié? Est-ce que vous avez pensé vos formations, vos modules en ayant, alors on parle de persona parce qu'on parle marketing, mais voilà, en termes de population, au-delà effectivement des sujets que vous adressez, de modalités, voilà, comment en fait ce que vous proposez va s'insérer dans le quotidien des personnes que vous ciblez? T'as raison de penser à des personas. Moi, c'est marrant, quand j'écris les formations, tu vois, je pense toujours à mes propres personas, qui sont souvent des personas familiaux, tu vois. Je pense que j'écris pour telle personne, et ça me permet, tu vois, de me projeter un petit peu. Nous, on a 2 grands types de personas. On a vraiment les managers. Donc là, je te prends un exemple, ça va être, Bertrand qui est manager, à Thales, chez Thales, on va dire, tu vois? Donc, lui, son enjeu, tu vois, c'est de pas rater un wagon, de rester à la page sur les innovations, de potentiellement, se développer dans ses qualités de leader, tu vois? Et là, du coup, on va pousser, tu vois, un contenu qui est plutôt adapté à des managers. Donc tout ce qui va être culture du leadership, culture de la performance, etc. Et le deuxième persona, c'est vraiment le cadre d'entreprise. Tu vois, j'imagine toujours un cadre qui travaille à la défense, qui est peut-être chez Engie, tu vois, qui a sa chemise blanche, son costume. Et les semaines sont dures et il a besoin d'une bouffée d'inspiration et de respiration durant la semaine, tu vois. Et il va aller chercher ses 15 minutes de formation avec Kokoroé parce qu'il va apprendre sans mal de tête, tu vois. Et là, l'objectif, ça va être de lui fournir un espèce de kit de survie, tu vois, sur plein de sujets qu'on estime un peu essentiels. Tout à l'heure, je te parlais de la blockchain, mais ça peut être, tu vois, d'autres sujets technologiques, ça peut être des sujets aussi de développement perso, comme la gestion de son stress, comme réussir sa pause déjeuner, comme réveiller sa créativité, tu vois. Et là, l'objectif, ça va être de chercher vraiment ces 15 minutes, tu vois, de formation dans sa semaine, avec des formations qui sont rapides et impactantes. C'est un peu nos 2 grands personnages, tu vois. On est plutôt white collar, tu vois, si on devait dire Mmh. en termes de population. Même si, tu vois, on s'est rendu compte avec le temps que comme nos contenus étaient très courts, 15-20 minutes, nos contenus sont aussi beaucoup consommés par des populations plutôt très opérationnelles, très terrain. Par exemple, on va former des marins qui travaillent sur des porte-avions. On va parfois former des populations qui posent des affiches et qui sont en navette, tu vois. Et ça, c'était une grande surprise. On s'aperçoit que notre contenu, parce qu'il est très court, très consommable, a été aussi identifié par les entreprises qui ont beaucoup d'opérationnels terrain. OK. Ouais, c'est super clair. Voilà dans les Effectivement, grosses d'avoir lignes. une première cible et en fait, tu te rends compte que par, ricochet, tu peux avoir des gens, Ouais, finalement assez différents de ce portrait robot que tu avais fait, au début. c'est la surprise. Ouais, ouais. Ouais, sur un point de marketing interne, donc effectivement, il y a le format et le produit que vous proposez qui est effectivement le plus possible, en phase avec, le quotidien de ces personnes, de ces Tout à managers. fait. Euh, la partie plan édito, donc qui est un peu sur la phase amont, de dire ok, qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, après, et surtout comment on rythme en fait les échanges. J'ai une question qui est un peu tactique, c'est comment vous communiquez par quels canaux et surtout comment tu impliques aussi tes clients. Alors je ne sais pas qui sont tes points de contact, mais j'imagine des learning managers ou des personnes au RH ou dans Ouais. les BU qui peuvent être ambassadeurs de ce que vous faites. Comment vous mettez ça en musique? Parce que moi, c'est un sujet sur lequel je me suis rendu compte qu'il fallait effectivement beaucoup d'accompagnement aussi. Est-ce que là-dessus, vous avez des trucs où vous avez testé, vous dites, bah, ouais, ça marche pas. C'est quoi le. Tu veux dire pour communiquer en interne et faire le buzz autour des formations qui sont lancées dans Ouais, alors, l'entreprise? je sais pas si c'est faire le Écoute, buzz, mais en tout cas, on se rend mhm, compte qu'effectivement, il y a souvent un vrai sujet de relayer les messages, mhm, que tes cibles, j'imagine qu'ils reçoivent déjà beaucoup de mails. Donc, tout comment à fait. utiliser des canaux interne aux organisations ou simplement travailler le bouche à oreille pour que ça fonctionne? Là où tu as raison, tu parlais de canaux, je crois qu'il y a vraiment un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'en général, tu vois, les entreprises n'ont pas la main sur leur intranet, tu vois, le L&D,
Un vrai sujet, c'est avoir la bonne bande passante, il faut remonter à la com, etc. Par contre, ils ont souvent la main sur des communautés, tu vois. C'est peut-être moins sexy parce que tu vois, si tu vas dire, ah tiens, c'est des petits groupes sur Workday ou sur Workplace, mais en réalité, c'est des super communautés, c'est des vrais réservoirs, tu vois, de early adopters. Mm. Donc moi, je crois beaucoup à ce pouvoir de ces micro-communautés. Tu vois, si je fais un parallèle avec le B2C, aujourd'hui, on se rend compte dans le monde de la communication qu'il y avait des influenceurs, mais il y a maintenant de plus en plus de micro-influenceurs qui sont beaucoup plus petits et qui vont influencer des petits groupes de 100, 400, 500 personnes, grand maximum. Mais ils ont un pouvoir de prescription qui est beaucoup plus fort que des grands influenceurs qui ont une influence qui est très diluée. Donc moi, j'ai appliqué exactement la même logique au sein de l'entreprise et je crois beaucoup au fait d'avoir ces micro-influenceurs. Et donc, il y a un travail à faire en amont qui est de se dire finalement qui sont vos micro-influenceurs de proximité. Tu vois, je fais un parallèle par exemple chez SNCF, ils ont beaucoup de communautés, chez Orange aussi, chez Janssen aussi. Et quels sont du coup vos micro-influenceurs qui vont être les porteurs de messages. Et c'est vraiment des canaux qui sont en général super puissants parce que ce sont des gens qui sont engagés, qui sont reconnus comme tels, qui sont prescripteurs. Et ça passe beaucoup mieux que juste shooter une newsletter à une base de 20 000 collaborateurs qui n'est jamais lue, qui est super institutionnel, qui va être personnel, qui va pas du tout être personnalisé. Donc tu vois, pour moi, le choix du bon canal est super important. Bien sûr, tu peux être sur les canaux classiques, mais en plus, il faut s'appuyer sur finalement ce pouvoir des micro-influenceurs. Et ensuite, deuxième chose, je crois que trop souvent, on tombe un peu dans l'écueil, tu vois, des annonces, encore une fois, qui sont très froides, qui viennent de tout en haut, et ça ressemble à des messages de la Corée du Nord, tu vois. Il faut éviter. Et je crois qu'au contraire, tu vois, il faut non mais des communications qui respirent l'humain, tu vois. Moi, je tombe parfois des nues quand je vois certaines propositions de communication, c'est pas possible en fait. Donc au contraire, je crois qu'il faut donner la parole. Et là, ça passe par, tu vois, nous, on a fait des choses qui ont bien fonctionné, qui étaient vraiment de dire, ok, mettez face caméra vos équipes, faites-leur parler de la formation, qu'est-ce qu'elles en disent en quelques mots. Enfin, en fait, ça rend juste humain le sujet, déjà. Tu te dis, ah tiens, tu peux t'identifier parce que tu vois des collaborateurs qui passent à l'écran. Et il n'y a pas ce côté, je crois que tout le monde sature un peu, tu vois, de ces messages politiquement très institutionnels. Et les gens veulent des choses assez authentiques, tu vois. Et je crois que Mm. l'authenticité, c'est aussi des choses très importantes dans le learning, tu vois. Hyper clair. Et pour revenir à ta thèse de départ, je pense que c'est pas plus mal que le learning management n'ait pas accès à l'intranet, parce que je sais pas qui va voir les intranets. Non, je plaisante. Plus personne, c'est vrai, c'est des mammouths, c'est des Non, mais mammouths. Plus grand nous, plus grand. c'est hyper intéressant ce sujet des micro-communautés, et je pense que ça, c'est aussi un sujet, un message intéressant quels que soient d'ailleurs les sujets learning à lancer, de toujours être bien en phase aussi avec le terrain et les gens qu'on cherche à cibler quand on est en charge de ces sujets, dire bah oui, chez qui on peut lancer en premier, qui on peut identifier, qui sera sponsor Exactement. ou prescripteur sur ces sujets. Et ça, je pense que malheureusement, faut pas attendre qu'il y ait un projet de learning à lancer pour s'en occuper. En réalité, c'est un Et peu trop un... souvent, en fait, non mais t'as tout le point, et trop souvent, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que la formation est lancée, on se dit, ah tiens, maintenant, faut peut-être faire du bruit autour de la formation. C'est pas possible. Ouais. Et souvent, non, mais c'est vrai, c'est terrible. Et c'est trop tard, en fait. C'est dès en amont qu'il faut réfléchir à se dire, OK, quelle est ma communauté de micro-influenceurs, quel canal j'utilise, etc., etc. Limite, comment on peut les impliquer dans la création ou la mise au point de Exactement. ce qu'on veut développer. Exactement. Parce que certains peuvent même faire du teasing en amont avec, tu vois, un projet à venir, je me prends en photo, etc. Enfin, je crois qu'on gagne beaucoup, tu vois, à impliquer un maximum les équipes, Très dans la clair. mesure du possible. Autre question, plutôt sur ton rapport au learning. Est-ce que toi, alors indépendant de tout ce que fait très bien Cocoré, hein, j'en doute pas, est-ce qu'il y a des initiatives que tu Merci as... Baptiste. C'est fini pour cette page de pub. Est-ce qu'il y a des initiatives que tu as trouvées intéressantes en manière de learning ou même d'un autre univers où tu dis ah tiens ça serait intéressant de le repackager ou de le remodeler Écoute, pour les sujets learning ou la formation en général. écoute, ouais, difficile. Alors, c'est un monde qui bouge beaucoup. Il y a plein de choses super intéressantes en ce moment. Moi, je dirais, il y a deux choses qui m'intéressent. Encore, j'ai pas été. Enfin, je suis au stade de l'observation et la curiosité. Je peux pas encore te Mhm. dire, ah, vas-y, il faut y aller tout de suite. J'observe beaucoup en ce moment ce qu'écrit Jérémy Lamry, peut-être qu'il te parle, Ouais. du LabRH, sur tout ce qui est métaverse. Je ne sais pas quels vont être encore les usages, tu vois, de demain. Pour le moment, il y a vraiment un côté un peu Sims, tu vois, donc j'ai du mal à avoir un engouement. Mais je pense que, tu vois, dans quelques années, ça va être un vrai sujet. Donc c'est quelque chose que j'observe avec curiosité, tu vois. Et je me dis, waouh, si on arrive vraiment à faire des choses très immersives, ça peut être ultra puissant et ultra collaboratif. Mais je suis encore au début de l'histoire, tu vois. Je suis le truc, je regarde, etc. Mais je vois pas encore des cas d'usage de dingue où je tombe de ma chaise.
La deuxième chose, parce que je sais que Microsoft va le lancer dans pas longtemps, c'est Viva Learning. C'est le fait de pouvoir maintenant avoir dans la suite Teams toute une brique pédagogique. Et ça, je me dis, c'est vraiment des killers, quoi. C'est vraiment à l'américaine, tu vois. Ils arrivent avec une suite ultra intégrée. Et là, pareil, je suis allée à l'état de curiosité, j'ai vu un peu des choses qui se faisaient en bêta et je pense que ça peut être aussi ultra puissant. Parce que je me dis, si tu compiles toutes tes traces, tu vois, digitales que tu laisses sur Teams, tes faisceaux d'intérêt, tes contacts, enfin, tu vois, aujourd'hui, la data, elle est encore assez peu exploitée. On voit que quelques Mhm. head of L&D travailler finalement sur la data de leurs apprenants. Mais si là, tu arrives à utiliser à la fois la data de ton apprentissage, puis la data, tu vois, de tes interactions professionnelles, etc., je pense que ça va être une tuerie. Tu vois, c'est vraiment une tuerie. Donc là, c'est quelque chose que, oui, ça, c'est à ne pas mettre en punchline. C'est une tuerie, c'est pas vrai. Mais ça, je pense que c'est quelque chose, tu vois, que je vais regarder avec aussi beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai pas un truc là tout de suite à te dire sur le coup de oui, calmons ce truc, mais j'ai des choses qui m'intéressent beaucoup et que je vais suivre dans les prochains mois avec beaucoup d'intérêt. Je t'écoute et je me figure déjà le petit robot qui est sur ton team. Je dis, ah là, sur ton feedback, ce que tu viens de faire Ah comme ouais. feedback, tu devrais Non, mais plutôt je aller me dis, regarder ce module feedback. c'est fou. Non, mais c'est fou. Je pense que vraiment, il peut y avoir des choses assez incroyables, là, je me dis. Mais tu vois, pour moi, il y a toute une partie vraiment des data. Enfin, tout le monde dit, oui, je fais de l'IA dans le learning, etc. Bon, on va pas se mentir. Souvent, les algos sont vraiment au début de l'histoire. Tu vois, personne n'a encore Mm. la force de frappe en France d'un Google, etc. Mais je pense que, tu vois, lorsque certains gros acteurs vont s'en saisir et l'utiliser pour le learning, ça va être super intéressant. Parce qu'ils ont déjà des bases, en fait, de data ultra complètes sur des données de recrutement, d'interaction professionnelle, etc. Et là, on va avoir des personas, comme pour reprendre tes mots, qui vont être ultra renseignés, quoi. Mm. Ok, super, effectivement, super clair. Je connaissais pas les deux initiatives, donc je vais aller creuser. Enfin, j'avais vu C'est- que Jérémy travaillait sur le sujet, mais j'ai pas, à part avoir testé avec mon associé euh, les Oculus pour faire nos points. Ça te Oui, dit, ouais, c'est quand même pas encore. Non, mais apparemment, ça a encore évolué, donc on va continuer à le faire. ça progresse. Nous, on travaille à distance, hein, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on s'est pas vu. Donc, on teste tous Ah ces oui, sujets-là. ok, carrément. Bah oui, en fait, en plus, on travaille beaucoup sur. On écrit beaucoup et on forme beaucoup sur le sujet de l'hybride, donc Mm. on va C'est dire, on long. va dire qu'on mange notre propre dog food sur le sujet. Quelques petites dernières questions. On se rapproche de la fin de cet échange. Merci déjà parce que c'était déjà Je t'en super prie. riche. Euh, j'ai une question, c'est de savoir comment toi tu apprends. Est-ce que tu as des mécaniques, des routines, des choses auxquelles tu fais attention pour être sûr de soit être toujours en veille sur les bons sujets, soit t'assurer que bah, ce que tu vois, tu arrives bien à transformer, le capturer, ou en tout cas le capitaliser dessus une fois que tu es passé à autre chose. Alors, c'est une bonne question. Écoute, il y a trois choses que j'utilise. Un, j'ai la chance d'être dans le milieu de la formation. Et j'ai encore aujourd'hui parfois des sujets sur lesquels je me dis, non mais là, je vois, tu vois, je te parlais tout à l'heure de métaverse. Cette formation, j'aime la faire. Ça, je sens que c'est un des sujets sur lesquels j'ai envie vraiment de la faire parce que j'adore le sujet, ça m'intéresse. Donc en fait, j'ai la chance de pouvoir me dire, ok, sur ce sujet, par exemple les NFT, j'avais fait la formation sur les NFT. Il y a encore des sujets sur lesquels je me dis, ok, j'ai une matière dans mon travail qui est géniale, qui est l'apprentissage. Donc c'est un projet qui me botte. Je sais qu'on a 40 clients qui le veulent. Ok, je peux me dire celui-ci, je vais le prendre dans l'équipe et je le prends. Donc ça, c'est quand même assez génial. Deuxième chose, écoute, j'ai processé vraiment ma veille maintenant, chose que je faisais pas du tout avant. J'avais une boîte mail qui était catastrophique, avec des tonnes de mails, de to-do list. Et j'avais lu le bouquin de Jean Lareuve-Rochard qui s'appelait Human Machine, Mhm. où il revenait un peu sur la méthode Inbox Zero. Et ce qui m'a astreint à créer vraiment des dossiers, tu vois, de newsletter. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment, tu vois, tous les midis, une demi-heure, parfois 45 minutes quand j'ai de la chance, où je fais, tu vois, ma veille et où j'ai des newsletters qui sont ultra qualitatifs, vraiment, mais de l'or en barre. Aujourd'hui, je trouve que tu as des newsletters qui sont vraiment dignes de grands journaux professionnels. Et je m'en sers vraiment au quotidien pour aller piocher, tu vois, sur mon heure de déj, boum, hop, je me fais une newsletter. Et la troisième chose, mais je t'avoue, c'est un peu mon projet de fin d'année. Je tourne autour depuis longtemps. J'ai toujours été impressionnée par d'autres start-upers qui écrivent, tu vois, qui sont dans cette culture de l'écrit. Et je trouve que c'est une super façon de formaliser ce que tu apprends. Et donc, j'ai ce projet avec les filles de, à un moment, poser un bouquin où justement on poserait un peu ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, modestement, tu vois. Et ce qui serait un super exercice, moi, je trouve, de poser les choses, c'est aussi prendre du recul sur ce que tu as appris, quoi. Super clair.
Effectivement, se forcer à écrire, je pense que c'est alors peut-être pas un bouquin toutes les semaines, mais au moins, prendre un peu de Ouais, ouais, temps pour voir ce qu'on a appris chaque semaine, c'est quand même, hyper utile. Bah, écoute, complètement. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, un endroit où on peut envoyer les gens qui ont envie de prendre contact avec toi? C'est quoi la façon la plus simple de te contacter? Écoute, j'ai dit que j'étais inbox 0, donc je traite tous mes mails. Donc le plus simple, c'est vraiment shooter un mail à béatrice.guerrara, G-H-E-R-A-R-A, arrobas, kokoroe, K-O-K-O-R-O-E.fr. Et je réponds à mes mails. Et viser l'heure du déjeuner parce qu'apparemment Béatrice est devant son inbox à ce moment-là. Exactement. Le bon créneau, pour être tout à fait honnête, c'est 13h-14h. Voilà, j'ai tout dit. Très bien, on saura. Une dernière petite question avant de conclure. Est-ce qu'il y a, un ou une personne qu'il faut absolument qu'on ait, sur le format Learning by Doing pour le questionner, pour investiguer la manière dont il apprend ou alors son regard sur le learning pour en savoir Écoute, il y a plus? tellement, tellement de gens. Écoute, je vais te citer un homme et une femme, parce Très que bien, l'inclusion est je prends. importante et le milieu tech n'est pas assez représenté par les femmes. La première, ce serait une VC, c'est Marie-Christine Levet, Ouais, qui est du coup fonds d'investissement d'Edu Capital, qui a vraiment bourlingué dans le milieu startup et qui a une vision géniale et qui, tu vois, est venue il n'y a pas longtemps. On a créé un club qui s'appelle Women in EdTech et HRTech pour représenter les femmes dans la EdTech et HRTech. Et elle est très généreusement venue partager un peu sa vision du learning, etc. Et franchement, c'est quelqu'un qui a une vision super intéressante et qui a une pile de benchmark parce qu'elle a screené tout le marché. Donc je pense que ça peut être un épisode passionnant. Et le deuxième, je t'en parlais tout à l'heure, parce que c'est Jérémy Lemry. Alors c'est un peu le loup blanc aussi de la tech, parce que du coup, il était là depuis très longtemps. On s'est connus quand on était toute petite, parce que du coup, on était accélérés il y a 8 ans chez Microsoft, justement. Et à l'époque, il faisait partie de la promotion des premières startups incubées chez Microsoft, lui aussi. Et je suis impressionnée par son parcours. Et c'est quelqu'un de très cérébral, tu vois, qui, pour le coup, lui, a pondu beaucoup de bouquins et qui, en ce moment, écrit beaucoup sur le métaverse. Et je trouve que c'est à une heure où il y a aussi beaucoup de pipeaux, beaucoup de bullshit sur le sujet. Je trouve que c'est important aussi de revenir à du fond. Et c'est quelqu'un qui a du fond. très bien. Voilà Bah, les écoute, deux recos. on va faire partir les invitations juste après l'épisode. Juste te dire que nous, Super. en tout cas, j'essaye sur Learning by Doing d'alterner un garçon, une fille, un garçon, une fille. On doit être au 25e Bravo. épisode enregistré et on a tenu, donc on va essayer de tenir au maximum sur Bravo. le Non, sujet. mais en plus, je suis impressionnée parce que c'est pas le cas sur notre propre podcast. On lutte pour avoir plus de femmes LND et c'est pas si évident. Ouais, eh ben écoute, ouais, je suis ça de près et des fois je t'avoue que Bravo. je me mets un petit coup de pression en disant mais en fait alors je j'ai pas du tout le pattern, hein, je sais pas, mais effectivement Ouais. faut faire attention à ça. Et pourtant Mais on est dans bravo. des Déjà, t'en domaines as RH, donc conscience. tu peux dire domaine Mais RH, oui, a il y a priori beaucoup de plus de femmes a femmes, priori. mais en fait non, venez prendre la parole les filles, on a besoin de vous entendre. Bravo. Ça, c'est un beau message de fin. Bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Je te remercie infiniment Béatrice, c'était un échange passionnant. Merci, Il me Baptiste. reste, bah merci à toi. Il me reste à souhaiter une très bonne suite, fin de journée à nos auditrices et nos auditeurs, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. Salut Béatrice. Ciao, Baptiste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.